Si je suis patron d'un laboratoire pharmaceutique, j'ai besoin de la maladie et j'ai besoin de malades pour pouvoir satisfaire mes actionnaires. C'est très simple. Tout le monde, à un moment de son évolution, se retrouve confronté à un néant de l'existence, où il a vraiment l'impression que tout est illusion et qu'il faut absolument qu'il trouve un sens à la vie s'il veut continuer de vivre. En fait, moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé en tout cas. Il y a eu une époque, quand j'étais adolescent, où je me disais, mais la vie, c'est bien beau, mais je ne vais pas continuer d'avoir des désirs, d'avoir des peurs, d'aimer, de vouloir vivre, etc., sans savoir pourquoi, sans savoir qu'est-ce qui me pousse à ça, pourquoi j'aime. Moi, c'était ma position. Je ne peux pas me dire, je vais vivre sans savoir par quoi je suis manipulé, est-ce que je suis manipulé ou pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est de l'illusion, est-ce que c'est pas de l'illusion, est-ce que c'est du rêve. Et pour moi c'était assez radical au sens où je me disais, si je n'ai pas la réponse tout de suite, j'arrête. Je ne peux pas continuer de vivre dans ces conditions-là. Pendant longtemps les questions sont extrêmement floues, extrêmement vagues, extrêmement générales, et puis petit à petit la question se précise. On va plus au fond du problème, on finit par poser les bonnes questions. Et j'ai fini par me poser la bonne question qui est quelle est la nature de la dualité qui est issue du néant? De quelle dualité s'agit-il? Quelle est précisément la dualité en question qui fait l'univers? La dualité de l'esprit, c'est la conscience et l'amour. La conscience qui sépare le zéro de l'infini et l'amour qui réintègre l'infini dans le zéro. Tout cela se fait du point de vue du zéro, et le zéro et l'infini sont les deux composantes du néant. La connaissance n'est pas un savoir. La compréhension n'est pas un savoir. Il n'y a pas lieu d'accumuler des connaissances. La connaissance, tout le monde l'a. Il n'y a pas une exception au monde. Tout individu, quel qu'il soit, a en lui la totalité de la connaissance. Est-ce qu'il va accepter d'aller la voir ou pas? Là est tout son problème. Mais c'est uniquement un problème psychologique. C'est pas du tout un problème ni rationnel, ni scientifique, ni autre. C'est uniquement une question de désir. Il faut que le désir soit plus grand que la peur. C'est tout. Dans ce cas, tout le monde a toutes les réponses au fond de lui. Ça représente cette bande visible par rapport à l'ensemble des ondes et des longueurs d'onde. Les physiciens essayent de récupérer l'esprit et de l'intégrer dans le champ de la physique, mais c'est absurde. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut réintégrer le physique dans le champ de l'esprit, dans le champ de la psychologie. L'univers est un problème psychologique, c'est pas du tout un problème physique. Et ce n'est pas à la physique c'est pas à l'esprit de rentrer dans le cadre de la physique et de trouver des lois physiques pour expliquer l'esprit, c'est le contraire. Avec l'esprit, on peut expliquer l'univers. Avec l'univers, on ne peut pas expliquer l'esprit. Personne n'a jamais pu et ne pourra jamais rendre compte de l'esprit à partir de la matière. Tous les physiciens holistiques ont essayé de le faire, ils se sont cassés les dents, et ils continueront de se casser les dents tant qu'ils voudront le faire. Par contre, dès l'instant qu'on veut rendre compte de la matière en partant de l'esprit, on peut.
C'est pas facile, mais on peut. Mais l'important, c'est de savoir que toute l'évolution, c'est une hiérarchie entre tous ces niveaux de conscience où on est de plus en plus... Les potentialités, elles sont infinies, tout le monde sera d'accord avec ça, c'est pas gênant de dire il y a des potentialités. Mais qu'est-ce qui fait que ces potentialités sont une conscience et qu'est-ce qui fait que moi j'ai la conscience d'être moi et que vous avez la conscience d'être vous et que l'un autre va avoir la conscience d'être autre chose? Sinon, l'opposition aux autres. Ce qui existe, c'est l'opposition entre ces deux consciences. Et c'est ça qui donne l'illusion entre moi et vous. J'ai l'impression d'exister, vous avez l'impression d'exister parce que le conflit existe entre les deux. Conflit entre guillemets, c'est pas un conflit, c'est une confrontation, c'est une distinction. La conscience, ce n'est qu'une distinction entre des potentialités qui deviennent actuelles et réelles, et donc matérielles au bout du compte, que parce qu'elles ne peuvent pas ne pas se distinguer les unes des autres. Il n'y a pas quelqu'un pour les distinguer à leur place. Elles ne peuvent que s'opposer les unes aux autres. Le 12 ne va pas être le 13 ne va pas être le 12, et chacun fait ce boulot. Et nous sommes chacun de ces nombres. Chaque individu dans l'univers est un de ces nombres qui s'oppose aux autres nombres. Et chaque particule atomique de l'univers, et il y en a une infinité évidemment, puisque tout ça constitue l'infini, a sa propre conscience parce qu'il se distingue des autres consciences qui sont des potentialités différentes. Comme nous avons eu peur jusqu'à présent de voir les choses en face et de comprendre l'univers et de comprendre qui nous sommes, c'est-à-dire qui nous ne sommes pas, c'est ça qui nous fait peur, c'est de comprendre que je ne suis pas, je n'existe pas moi Franck, mais que ce qui existe c'est la relation qui me crée, et en même temps qu'elle crée mon interlocuteur. Et ça le mental ne veut pas l'admettre. Donc on n'a jamais voulu faire le travail suffisant pour intégrer ça et pour en tenir compte. Et en tenir compte, ça voudrait dire être amour, être tout amour, évidemment. Parce que si on est la relation, on n'est que la recherche de l'unité. Vu que la recherche de la séparation, il n'y a pas besoin. Comme on a peur de cette remise en cause de l'ego, qui nous ferait voir la vérité en face et qui nous ferait voir qu'on ne devrait être que de l'amour, si on n'est que de l'amour, il n'y a plus d'ego, c'est plus du tout la même chose, il n'y a plus de défense de l'ego pour se séparer, il n'y a plus que de l'ego qui sert à s'unir, et ça on ne l'accepte pas. Donc comme on ne l'accepte pas, on n'a pas fait le travail. Et comme on n'a pas fait le travail, on s'est mis dans une situation de civilisation qui nous oblige à le faire. Et on s'est obligé comment à le faire? Eh bien, en se mettant de plus en plus en esclavage, et en perdant de plus en plus notre liberté jusqu'à ce qu'on soit acculé et obligé de faire le travail. Et aujourd'hui, la situation actuelle fait que, en tout cas pour ceux qui sont un petit peu conscients de la situation, il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Il y a un niveau de souffrance et de destruction de la planète, de destruction des animaux, de destruction de la nature, et de mise en esclavage de l'humanité, et de manipulation, etc., qui n'est plus acceptable. Il faut planter des nouvelles graines différentes, avec des convictions différentes, avec une conscience différente. Et évidemment, là où on le fera, eh bien, les choses changeront. Et même si elles ne changent pas globalement, le problème n'est pas là, puisque ceux qui se placeront sur un niveau vibratoire différent se retrouveront dans un univers différent, et on ne peut pas empêcher tous les univers d'exister, tous les potentiels existent. Donc l'univers où la planète est détruite existe, et il existera éternellement, de même que l'univers où on sauve la planète existe, et il existera éternellement aussi. C'est notre niveau vibratoire qui va décider si on est dans l'un ou si on est dans l'autre. En fait, si on est l'un ou si on est l'autre. C'est-à-dire si notre conscience c'est celle d'une planète qu'on sauve, ou si notre conscience c'est celle d'une planète qu'on détruit. C'est nous qui choisissons. We are multi-dimensional, infinite consciousness, having a brief experience called human. The focus of attention that the body gives us on a narrow band of frequency, and we call it human, we call it the world, it's just a frequency band.
of information which we're interacting with, like Wi-Fi. I symbolize it in the answer as a bubble. You're in the 5 sense bubble. You put people in the 5 sense bubble, the perceptual bubble, and now instead of getting insight from expanded states of awareness, you are operating in a bubble of perception. And the idea from the couple's point of view is you isolate people in the 5 senses, and then you dictate the information that isolated consciousness gets. So you isolate people in the 5 senses, and then you program their perception of reality. This is exactly why we live in the world we do, and it's exactly why people see the world as they do. Now, how do we burst the bubble? We redefine our self-identity. If you say to most people, who are you? Pleased to meet you, who are you? They'll give you their name, they'll give you where they come from, they'll give you their job, they'll give you their life story, they'll give you their labels. They'll give you all the things that we give labels to. I am a man, I am white, I am British, etc. But they're not who we are. They are what we are experiencing incredibly briefly. And if we can ditch the labels and see them for what they are, a brief experience, and self-identify with the consciousness, ultimately, potentially, all consciousness having an experience, then that very expansion of self-identity, I'm not little me anymore, I'm not Ethel on the checkout or Bill at the call center, I am a state of infinite awareness having an experience. Then that expansion of self-identity or triggers an expansion of consciousness. So you're no longer confined in forming your perceptions to the bubble anymore. But when you say, I am consciousness having an experience, everything changes. Puisqu'en 300 ans, on a détruit la planète. Il y a 300 ans, on a commencé avec la science physique et le scientisme matérialiste, en croyant au hasard et en renonçant à l'idée d'une intelligence et d'un but pour l'univers. Eh bien, en 300 ans, on aura réussi à détruire la planète. Et c'est normal, puisque pendant ces 300 ans, on a solidifié cette idée de l'ego. L'univers, c'est un tout, c'est quelque chose qui a sa cohérence. Et il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre qu'il y a une seule loi, une seule loi simplement. Et donc si on a besoin de théories différentes ou de lois différentes à juxtaposer comme ça pour essayer de faire quelque chose de cohérent, c'est qu'on fait fausse route, évidemment. Et si on fait fausse route, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas continuer dans la même route en rajoutant toujours des obstacles et des problèmes. Si on fait fausse route, il faut s'arrêter, faire marche arrière, retourner là où on s'est trompé et repartir du bon pied. Et là, on aboutira. On aboutira d'ailleurs très aisément, puisque, bon, vous le savez, ceux qui me connaissent le savent, il suffit de partir sur des bases réelles, sur des bonnes bases, sur des bases certaines, pour qu'on ait le fil d'Ariane, et que ce fil d'Ariane, il est qu'à le tirer, et le reste vient. Toute la compréhension vient.
aussi bien au niveau des atomes qu'au niveau des étoiles, des planètes, au niveau de la vie, au niveau de la spiritualité, au niveau de la connaissance en général. Il n'y a pas dans l'univers plusieurs cases avec des éléments disparates. On a besoin de couper les choses en morceaux pour arriver à comprendre quelque chose. Non, c'est un tout. La spiritualité fait partie de l'univers, la psychologie fait partie de l'univers, la matière fait partie de l'univers, le cosmos, les atomes, l'énergie, le temps, tout ça fait partie de l'univers. Et il n'y a aucune raison de penser, c'est d'ailleurs même, il y en a d'ailleurs toutes les raisons de penser le contraire, aucune raison de penser qu'il y a besoin de plusieurs théories pour rendre compte de cet ensemble, parce que l'univers est un ensemble cohérent. Il va venir à l'idée de personne de dire que l'univers est incohérent, de dire que l'univers est quelque chose d'absurde, quelque chose qui n'a pas de loi, qui n'a pas de règles. Et d'ailleurs, le fait de reconnaître qu'il a des lois suffit à affirmer qu'il n'y a pas de hasard, évidemment. C'est l'un ou l'autre. Ou ce sont des lois, ou c'est le hasard. Or, la science repose sur le hasard, la plupart du temps. C'est ce quoi l'on croit, parce que bon, depuis 300 ans, on a renoncé à tout ce qui est spirituel, donc à Dieu, à toutes ces idées-là. Donc, on s'est dit, le seul moyen d'échapper à ce Dieu, c'est le hasard. Parce que sinon, il faut quelque chose d'organisé, quelque chose de volontaire, quelque chose d'intelligent derrière tout ça. Et ça, on s'y refuse absolument, n'est-ce pas? Le mental, l'ego refuse souvent cette intelligence qui est sous-jacente à l'univers. Il préfère s'en remettre au hasard. Le problème, c'est qu'au bout du compte, on a des lois. On a des lois, et des lois qui sont parfaitement logiques, parfaitement cohérentes et qui durent, et qui ont qui se prolongent toujours dans le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle des lois, c'est parce qu'elles durent, n'est-ce pas? Alors comment on va imaginer rendre cohérent une théorie qui est fondée sur le hasard et une observation qui est fondée sur des lois? N'est-ce pas? Tout l'univers, ce sont des lois, c'est même une seule loi en réalité, mais bon, même quand on regarde dans le détail, on a des lois. La vie, c'est une loi, ça fonctionne d'une certaine façon, pas d'une autre, c'est pas le hasard. La reproduction, fonctionne selon quelque chose, et c'est depuis la nuit des temps que c'est pareil. Ce sont des lois. La gravitation, même si la gravitation est une erreur conceptuelle, eh bien, on considère que c'est une loi. Et on a raison de reconnaître que les calculs que l'on fait de la chute des corps, etc., c'est une loi. C'est pas un hasard. Ça change pas tous les jours. Ça change pas à chaque instant. Si c'était le hasard, excusez-moi, à chaque instant, ce serait différent. Il n'y aurait pas possibilité qu'il se produise des choses selon un cheminement régulier, une reproduction régulière des phénomènes, avec toujours une direction identique, parce que vous avez remarqué que le temps va dans un seul sens. Il ne va pas un jour en avant, un jour en arrière, et puis après on change, et puis après on saute 25 siècles, et puis etc. Si c'était le hasard, on aurait des absurdités de ce genre-là. Ce n'est pas le hasard, évidemment. Et donc, rien que cela montre que la science fait fausse route, évidemment, puisque en tentant de se fonder sur le hasard, elle aboutit à l'évidence qu'il n'y a pas de hasard, qu'elle le veuille ou non. D'ailleurs, aujourd'hui, même ceux qui étaient les tenants de Darwin, par exemple, la loi, pas la loi, mais la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces, n'est-ce pas, qui serait liée au hasard de toute façon. Même les biologistes qui étudient les choses de près reconnaissent que la théorie de Darwin n'est pas fondée et n'est pas possible, n'est pas défendable. Elle n'est plus défendable aujourd'hui parce qu'on connaît l'ADN, n'est-ce pas? Et dans l'ADN, il y a des quantités de règles, de lois, de cheminement qui empêchent de croire qu'un avantage évolutionnaire ferait qu'on aurait ces combinaisons d'ADN, etc. Donc il faut que ce soit préalable, il faut qu'il y ait un choix préalable, il faut qu'il y ait une décision préalable. Et donc même les biologistes les plus pointus reconnaissent qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Et donc il n'y a absolument pas de hasard, bien sûr, mais une intelligence derrière, c'est tout à fait contradictoire avec l'attitude de la science physique, par exemple. Parce qu'elle part de l'idée qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'intelligence derrière les choses, mais on aboutit quand même à l'évidence qu'il y en a. Alors c'est embêtant, et quand on arrive à des incohérences pareilles, on a tout intérêt, si on veut rester scientifique, à balayer tout ça et recommencer, repartir de zéro. C'est pas facile,
de repartir à zéro, n'est-ce pas? Le mental refuse ça. L'orgueil, l'ego, tout ça ne veulent pas reconnaître qu'on se trompe. Et donc, on se retrouve forcément devant une impasse, et une impasse de plus en plus solide, de plus en plus impossible à franchir, à vaincre. Et voilà, il se retrouve donc avec cette science qui néanmoins aboutit à des réalisations technologiques formidables, mais ça n'a absolument rien à voir, n'est-ce pas? La technologie ne veut pas dire la connaissance. Il y a toujours eu de la technologie, il y aura toujours de la technologie, il y aura de plus en plus de technologie, et néanmoins, il n'y a pas davantage de connaissances pour autant. Il n'y a pas davantage de compréhension des phénomènes pour autant. Il y a une observation, il y a des mesures, il y a tout ça qui permet de la technologie. On peut très bien avoir des très belles réalisations technologiques et de rien comprendre au phénomène. Ça, c'est pas du tout gênant. C'est pas du tout gênant. Il suffit de savoir observer. Ça, ils le font très bien. Mesurer, observer, ça, on est très doué pour ça. On a des instruments pour ça. On a des méthodes pour ça qui sont très efficaces. Le problème, c'est que la science n'est pas une question d'observation. Ce n'est absolument pas une question d'observation. Je dirais même mieux, la science devrait s'interdire l'observation, en tout cas s'interdire l'analyse des phénomènes. Une des principales erreurs de la science, c'est de se spécialiser dans un domaine. On voit un problème, on veut le résoudre. Comme ça, on n'arrivera à rien. On observe un truc, on dit ça m'intéresse, ça je vais étudier ça et comprendre ça. Ça ne marchera pas. On se dit, voilà, on observe une loi, par exemple, on va dire, on interprète le fonctionnement de l'univers avec la gravitation, on dit donc on va essayer d'expliquer la gravitation. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que l'univers est un tout. Et ce n'est pas en étudiant un élément du tout, en observant un élément du tout, en analysant un élément du tout, qu'on va arriver à comprendre le tout. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs, Stephen Hawking et d'autres, décédés, paix à son âme, ou d'autres, qui cherchent une théorie du tout. Parce qu'ils voudraient bien une théorie du tout. Mais on ne va pas aboutir à une théorie du tout avec des éléments disparates. En Bretagne, on dit, c'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. C'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. Ben non, c'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche, et c'est pas avec des tas de théories disparates qui chacune essaye de rendre compte d'un élément partiel qu'on va faire une théorie du tout et qu'on va comprendre l'univers dans son ensemble. Ça ne marchera pas et ça ne marche pas. Alors ça, c'est une première chose. On ne va pas analyser, on ne va pas observer, on ne va pas également interpréter les observations. C'est aussi quelque chose de fondamental. Il ne faut pas interpréter. Alors de quoi on va dire, mais alors si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas faire de science. Qu'est-ce qui se passe? Si, justement, on va faire de la science à partir du moment où on s'interdira tous ces travers qui empêchent de faire de la science. Et pourquoi empêchent-ils de faire de la science? Parce que cette science démarre sur une erreur fondamentale qui est l'attachement au mental. Fondamental, mental, bon. On s'attache au mental, c'est-à-dire que c'est avec le mental qu'on fait de la science. Or, la science, enfin l'univers en tout cas, n'est pas un phénomène mental. Ça n'a jamais été un phénomène mental. Le mental, c'est une toute petite partie de l'univers. C'est une toute petite partie de l'être. On la connaît, cette partie-là. L'être humain est bien placé pour savoir ce que c'est que le mental et pour s'identifier au mental, etc. Mais il y a tout le reste. Hein. Il y a l'émotionnel, il y a l'éthérique, il y a le physique, et puis au-delà, il y a Manas, Bouddhi, Atma, etc. Bon, ça, c'est des tranches qui sont un peu arbitraires, quelque part, mais qui ont quand même un sens. Et c'est pas avec le mental qu'on va intégrer tout ça. Le mental, il va s'occuper du mental. Alors, le mental, il est très doué pour faire des mathématiques, par exemple. Faire des mathématiques, c'est mental. Bon, on va faire des hypothèses de départ, on va faire des postulats, etc. Et puis, on va tirer des conclusions. Et à la fin, on dit « Ah, j'ai compris quelque chose ». Ben non, on n'a rien compris puisque c'est parti d'un postulat. Et donc, si le postulat est faux, ben, ce qu'on a compris, on n'a rien compris. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe absolument avec les mathématiques. Je ne parle pas de la géométrie. La géométrie n'est pas mentale. La géométrie, c'est une réalité. Mais les mathématiques, c'est une construction mentale qui ne permet pas
de comprendre les phénomènes. Il n'y a aucune connaissance dans les mathématiques. Les mathématiques servent beaucoup pour la technologie, ça c'est clair. Il n'est pas question de le nier. Les mathématiques, ça marche très très bien. Ça fonctionne parce qu'on part d'une hypothèse et on tire d'autres éléments. OK? D'accord? Mais on reste dans ce domaine bien fermé du mental. Or, notre civilisation aujourd'hui, elle est mentale, vous avez remarqué, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous apercevoir du contraire, certainement. C'est une civilisation du mental, c'est-à-dire une civilisation tournée vers l'ego. Une civilisation qui est complètement centrée sur l'ego, une civilisation d'humains qui se prétendent en tant qu'humains maître de l'univers et maître de toutes choses, etc., en tant qu'être humain et non pas en tant qu'être. Nuance. Je parle de l'être humain, la personne qui est une étape dans l'évolution, une petite étape très courte dans l'évolution, qui se croit maître de toute l'évolution. Alors ça ne peut pas marcher. Et cette petite partie, évidemment, elle s'identifie au mental, c'est son rôle. Le rôle de l'être humain, c'est de développer le mental, de vivre dans le mental, de faire du mental et de devenir le mental de la planète. Nous sommes le mental de la planète, mais la planète, elle peut se passer de nous. Une épistémologie qui soit au-delà du mental, donc moi je dis supramental évidemment, puisque pour nous humains, c'est ça notre étape, l'étape supérieure, c'est supramental, mais disons holistique, qui soit capable de voir les choses d'une façon globale et non pas de voir les choses d'une façon spécialisée, en s'intéressant à un problème. Ça ne peut pas marcher, mais ils ont été obligés de le faire, et donc ils ont réduit leur méthode à ça, parce que c'est ça qui a le pouvoir. C'est ça qui est aujourd'hui la règle. Et il est très difficile d'en sortir. Alors, s'intéresser à un problème pour essayer de comprendre le reste, ça ne peut pas aller. Alors, il y a des gens qui vont dire, bah, moi, je m'intéresse à la matière. Bah oui, il y a des gens qui disent, moi, c'est l'atome qui m'intéresse. Le reste, je ne veux pas savoir. Alors, on va chercher avec l'atome, on va essayer d'étudier la matière, étudier la matière, étudier la matière, étudier la matière. Mais qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la matière? Bah, rien du tout. On étudie une perception de la conscience. Et donc, ça, c'est une autre façon de faire complètement fausse route, c'est d'étudier la matière en tant que telle, en se disant « Ah, je perçois la matière, donc je vais étudier la matière ». Vous vous rendez compte de l'absurdité de cette attitude? Je vais observer la matière, je vais étudier la matière parce que j'observe. Mais ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est de dire « Ah, j'observe la matière, donc je vais étudier le fait d'observer la matière ». Parce que c'est ça la réalité. J'observe la matière. C'est pas la matière. La matière, c'est ce que j'observe. Donc, si je veux comprendre la matière, c'est pas en étudiant la matière. Ça n'a pas de sens. C'est en étudiant le fait d'observer la matière. Et là, je vais comprendre pourquoi il y a cet effet de matière. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a de la matière autour de moi. Et ce sera très simple. Très, très simple parce que je serai parti sur des vraies bases, sur des bonnes bases qui permettent de comprendre tout ça. Mais si je pense un élément dans l'ensemble de ce que je peux observer, qui plus est, et me dire c'est avec ça que je vais comprendre l'univers, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas parce qu'il manque l'essentiel. Il manque la seule chose réelle, certaine, sur laquelle je puisse m'appuyer pour avancer, pour évoluer et pour construire une science, n'est-ce pas? Cette seule réalité absolue, certaine, à laquelle on ne peut pas échapper, c'est la conscience. C'est le fait d'observer un univers. Si je fais de la science, si je fais de l'étude des phénomènes, c'est parce que je suis conscience, parce que j'observe un univers. Et donc, ce n'est certainement pas l'univers que je dois étudier. Certainement pas. C'est la raison, c'est le fait d'observer un univers. Ça, c'est intéressant. Et ça permet d'aboutir. Évidemment, ceux qui nous connaissent savent très bien comment on s'y prend et comment on fait pour étudier la conscience elle-même. Et cette méthode, c'est la méthode de la haute métaphysique. Là, je vais commencer à avoir de la méthode scientifique, c'est-à-dire que je vais commencer à m'appuyer sur du certain et non pas sur de l'hypothétique ou sur du postulat, etc. Je vais m'appuyer dès l'entrée sur du certain. Le certain, c'est je suis.
c'est la conscience d'être. Donc c'est ça que je dois étudier. Et ça, il y a une méthode scientifique pour le faire, et elle est évidemment parfaitement scientifique, beaucoup plus scientifique que le fait d'étudier la matière quand on n'est pas sûr de la matière, car une matière c'est une hypothèse, c'est un ressenti. On ne sait même pas aujourd'hui en physique si la matière c'est une réalité qu'on perçoit ou si c'est une image que l'on a dans la conscience par rapport à un univers que l'on percevrait mais dont on ne peut rien connaître, puisqu'on n'en a qu'une image. On ne sait même pas répondre à ces questions-là. Et donc, c'est parce qu'on se trompe, c'est parce que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, arrêtons avec cette façon de travailler, qui est légitime dans la quatrième, troisième dimension, évidemment. Il faut bien passer par là. Mais aujourd'hui, on est en train et on a envie de changer de civilisation, ça c'est clair. Hein. Vous voyez bien que le monde est en train de changer, un ancien monde est en train d'être balayé, un nouveau est en train de naître, et ça se fait dans des tribulations assez dramatiques en ce moment, et qui vont pas être moins dramatiques cette année ou dans les prochaines années, hein, parce que ces tribulations, elles nous secouent un maximum, et elles vont continuer de nous secouer, mais on en sortira. On en sortira et après, on sera dans une civilisation de la cinquième dimension. Et dans cette cinquième dimension, on fonctionnera avec le supramental. Nous aurons assumé ce supramental qui nous permet d'avoir une vision holistique des choses, une connaissance holistique des choses, où il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions parce que cette vision holistique permet de comprendre les phénomènes, permet de comprendre le pourquoi des choses, permet de comprendre pourquoi il y a un univers, pourquoi il y a l'esprit, pourquoi il y a la conscience, pourquoi il y a l'énergie, pourquoi il y a l'espace-temps, pourquoi il y a l'effet de matière. Pourquoi il y a la vie? Pourquoi il y a la mort? Comment ça fonctionne tout ça? On le sait maintenant, on le sait parfaitement. Il n'y a aucun mystère dans tout ce genre de choses pour ceux qui ont compris et qui ont un peu étudié la haute métaphysique. Mais évidemment, ceux qui veulent s'en tenir en mental et qui tiennent absolument à ce que ce soit ce qu'on leur a appris au lycée, ce qu'on leur a appris à l'université, qui soit forcément la vérité, puisqu'ils ont usé leur pantalon pour apprendre ça, et ça a été leur neurone, et ça n'a pas été sans mal. Alors quand on vient leur dire, ah ben c'était pas la peine, c'est pas comme ça qu'on doit faire, évidemment ils sont pas contents. Bon, ils sont pas contents, c'est pas grave, c'est provisoire. L'ego n'est jamais content de toute façon, c'est pas son style. Il va falloir de toute façon, un jour ou l'autre, remettre les choses en cause et se dire, bon, à partir de maintenant, je prends les choses à l'endroit. C'est normal que la science fasse les choses à l'envers, puisqu'elle croit à ce que l'on perçoit extérieurement, alors que ce qui est vrai, c'est le fait de percevoir. Et donc, on croit à la matière, alors qu'il n'y a pas de matière, alors que ce n'est que de l'esprit, puisque tout ce que je perçois est dans la conscience, évidemment. C'est clair, c'est une certitude, c'est pas une affirmation gratuite comme ça, une croyance, et cetera, pas du tout. Ça fait partie de ces certitudes premières sur lesquelles on peut s'appuyer. Et à partir de là, ben, on peut avancer et on avance très vite d'ailleurs. Ceux qui, l'étudient le savent parfaitement, les étudiants de l'université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative le savent parfaitement, tout cela ne fait plus mystère. On sait ce que c'est que la vie, on sait ce que c'est que la mort, on sait ce que c'est que le temps, on sait ce que c'est que la conscience, on sait ce que c'est que l'effet de matière, on sait pourquoi on est là à la place du néant, et ainsi de suite. C'est, je dirais, l'enfance de l'art, mais à condition de partir sur des bonnes bases. Si on veut partir sur des croyances qui sont là uniquement pour confirmer notre ego, et si on étudie la matière, c'est pour confirmer l'existence de la matière. Et confirmer l'existence de la matière, c'est une façon de confirmer son ego, puisque l'ego se définit que par opposition au monde extérieur. Eh bien évidemment, dans ce cas-là, si ces préoccupations psychologiques dominent la science, on n'aboutira à rien. Et c'est ce qui se passe. Par contre, si on fait abstraction de tout ça, et si on a compris les évidences premières, qu'on n'est pas l'ego, qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas la matière, etc., et que tout cela, ce sont des perceptions dans la conscience, et que la conscience, bon, on l'explique par ailleurs, n'est que la dualité liée à l'impossibilité de l'infini, eh bien, à partir de là, les autres phénomènes se résolvent, n'est-ce pas? Et on sait, jusque dans le détail, pourquoi il y a des particules atomiques, pourquoi elles tournent, pourquoi elles s'attirent,
pourquoi, etc. Pourquoi il y a la Terre, pourquoi il y a le Soleil, pourquoi la Lune se balance au lieu de tourner autour sur elle-même, et ainsi de suite. Tout un tas de choses qui, en fait, restent des mystères. On prétend que l'univers est né d'un Big Bang. Ok, bon, c'est une hypothèse de plus. C'est pratique. Ça nous permet à l'ego de se croire dépendant du passé, donc de ne pas être libre, donc de ne pas être responsable, etc. Psychologiquement, ça s'explique très bien. On va croire donc que l'univers, les planètes et tout se sont mises en fonctionnement grâce à quelque chose, une singularité de départ qui aurait produit toute cette énergie. Le problème, c'est que quand on étudie vraiment ces théories du Big Bang, par exemple, ce ne sont pas des planètes qui ont été envoyées, ce sont des particules. Des particules de ceci, de cela, d'hydrogène, d'hélium, etc., des molécules diverses. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, que cette énergie de départ ait pu donner un mouvement d'expansion à ces particules, on peut toujours l'imaginer, n'est-ce pas? On peut tout imaginer, on peut se faire tous les cinémas qu'on veut. Mais après qu'on vienne nous dire que les planètes qui, elles, tournent les unes autour des autres et sont en expansion dans l'univers, le sont à cause de ce mouvement donné aux particules de départ, mais c'est complètement absurde. Comment voulez-vous que ce mouvement se transmette? D'abord que ces particules s'agglutinent pour faire des planètes et que le mouvement qui leur a été donné au départ se répercute sur les planètes pour qu'elles se mettent à tourner les unes autour des autres. Non, mais même un enfant de 4 ans comprendrait tout de suite que ça ne tient pas debout, bien sûr. Mais en physique, on sait bien qu'il y a beaucoup de théories qui ne tiennent pas debout. C'est pour ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'on continue de chercher depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On cherche. Bah oui, c'est un métier, c'est une occupation. Comme disait, semble-t-il, De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et chercher, c'est la preuve qu'on est dans le mental. La connaissance, elle est immédiate. Elle est immédiate ou elle n'est pas. Il n'y a pas besoin de chercher. Lorsque vous avez saisi les choses, hop, ça y est, ça va tout seul, c'est simple, c'est facile, ça coule de source. Ça coule de source. Et comme cela, on peut avoir les réponses aux grandes questions existentielles qui sont les nôtres, parce qu'il est légitime d'avoir des questions existentielles quand on ne comprend pas l'univers. Si je ne comprends pas l'univers, je vais me demander ce que je fous là. Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce qu'il y a un but dans tout ça? Et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas comment gérer ma vie. Et comme je ne sais pas comment gérer ma vie, je vais m'accrocher aux seules choses pour lesquelles qui me semblent solides, c'est-à-dire l'ego, la matière, etc. Et donc, en essayant en m'identifiant à l'ego et en m'accrochant à ces foutaises-là, eh bien, je vais évidemment détruire la planète. Ça, c'est le résultat immédiat. Pas immédiat, ça prend un peu quelques temps, mais enfin, ça a été très rapide, puisqu'en 300 ans, on a détruit la planète. Il y a 300 ans, on a commencé avec la science physique et le scientisme matérialiste, en croyant au hasard et en renonçant à l'idée d'une intelligence et d'un but pour l'univers. Eh bien, en 300 ans, on aura réussi à détruire la planète. Et c'est normal, puisque pendant ces 300 ans, on a solidifié cette idée de l'ego. Donc, il est temps que ça change. Il est temps que ça change, on fait tout pour ça, évidemment, mais enfin, vous pouvez nous y aider parce que c'est pas facile de lutter contre ce genre de choses, vous vous doutez bien. Mais c'est néanmoins, de toute façon, ça se fera parce que la civilisation qui suit la nôtre, une fois que celle-ci aura disparu, cette civilisation, elle est fondée sur la connaissance. Et elle existe déjà, d'ailleurs, potentiellement, il y en a qui peuvent la visiter, etc. Elle existe déjà. Et c'est à nous de la rejoindre. C'est à nous de la rejoindre. C'est pas elle qui va venir à nous. C'est nous qui allons nous élever pour nous permettre de vivre cette 5e dimension en réalité. Donc voilà ce que c'est que l'enjeu de tout cela. En fait, nous sommes en train de nous autodétruire parce qu'on ne comprend pas qui on est. Et donc, on ne sait pas ce que c'est que l'univers. Et donc, on a une relation à l'univers qui est fausse, qui est entachée d'erreur, qui est entachée d'ignorance et qui nous conduit à tous les excès, toutes les absurdités et toutes les erreurs. Ces erreurs, eh bien, on en subit les conséquences. Nous en subissons tous les conséquences. Et tant qu'on ne réagira pas dans le bon sens, eh bien, ces conséquences s'aggraveront. C'est ce qu'elles sont en train de faire en ce moment. Ces conséquences s'aggravent
à vitesse grand V, aussi bien au niveau de la destruction de la planète qu'au niveau de la destruction de la liberté, de la démocratie et tout ça, tout cela, ce ne sont que les conséquences de notre acharnement, de notre obstination à fonder notre connaissance sur l'ego et sur le mental, au lieu de s'ouvrir à la réalité, à la vérité, celles qui sont ces quelques certitudes de base que la haute métaphysique discerne et peut vous enseigner, bien sûr, ces certitudes de base qui sont le fil d'Ariane à partir duquel bah, il n'y a plus de problème. Et s'il n'y a plus de problème dans la compréhension de ce qu'on est, de ce qu'est l'univers, eh bien, il n'y a plus de problème relationnel avec l'univers, il n'y a plus de problème relationnel avec les autres, il n'y a plus de problème psychologique, il n'y a plus tout ça. C'est des choses qui n'ont plus lieu d'être parce que tout cela est issu de l'ignorance de départ, de croyances de départ qui sont fausses. Donc voilà pourquoi je voulais poser cette question, mais moi les questions c'est toujours des affirmations. Hein. Est-ce que la science fait fausse route? Ben oui, évidemment. En tout cas, la science physicienne, celle qu'on considère comme de la science, parce que la vraie science, elle, il y a longtemps qu'elle a abouti et elle continuera d'être enseignée et elle est enseignée dans les sphères qui nous succèdent et pendant les milliers d'années vers lesquelles on va désormais. Donc, cela, c'est beaucoup plus scientifique que ce qu'on appelle la science en général. Il ne faut pas confondre science et physique, surtout pas, parce que physique, ça veut dire matériel, ça veut dire extérieur. Or, rien n'est extérieur à la conscience, vous l'avez bien compris. Et donc, cette erreur de départ produit toutes les erreurs à l'arrivée. Et nous sommes en train de subir pleinement ces erreurs aujourd'hui. Alors, si on veut que ça change, on sait ce qu'on a à faire. On fait marche arrière et on repart de zéro. On s'intéresse à la conscience, on s'intéresse à la cause de la conscience, on trouve cette cause dans la conscience, dans le concept de néant et d'infini, et cela, une fois qu'on l'a, eh ben on s'aperçoit que oui, c'était bien facile, c'était bien simple en réalité, c'était extrêmement simple. Si c'est pas simple, ça n'a aucune chance d'être vrai. Si c'est pas simple, cela n'a aucune chance d'être vrai. L'univers est simple. S'il n'était pas simple, il ne pourrait pas exister. Il faut un esprit compliqué, il faut un mental complexe pour inventer des théories compliquées. Mais l'univers, lui, il n'a pas tout ça. L'univers, c'est la simplicité même. C'est l'univers, un principe, une énergie, une force, une vérité, et pas plusieurs. Voilà un peu quelle est notre position à l'université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative. Et vous comprendrez ce que ça veut dire coopératif un jour. Alors, il y a beaucoup de questions, Franck. Moi, ma première question, vraiment, ça serait, parce que souvent, on nous dit, qu'est-ce qui a fait l'univers? On nous dit, c'est le Big Bang. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Et là, les scientifiques ne savent jamais quoi nous dire. Non, ils ne peuvent pas savoir quoi dire. Ce qu'ils appellent le mur de Planck, n'est-ce pas? Il y a un moment où les théories mathématiques aboutissent à une incompréhension totale parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de tout ça. Bon. Mais de toute façon, ces projections jusqu'au mur de Planck, elles sont mathématiques, elles sont fondées sur des concepts qui sont faux au départ. Donc la question ne se pose pas en ces termes. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas du tout celle-là. Parce que ça fait partie
Ce n'est pas pour prendre à partie les gens qui nous écoutent, loin de là. Je suis très heureux qu'ils se posent des questions sur l'univers, mais la question est mal formulée. Parce que la seule question qu'il faut formuler, c'est des questions en fonction de ce qui est certain, et non pas en fonction d'hypothèses. Or, lorsque vous demandez d'où vient l'univers, qu'est-ce qu'il y avait avant ceci ou ce qu'il y avait avant cela, vous faites un tas d'hypothèses qu'il y avait des choses. Or, tenez-vous-en au certain et vous aurez les réponses. Mais le certain, ce n'est pas ce qu'il y avait dans le passé. Le certain, c'est l'instant présent. C'est ça qui est certain. Personne n'a jamais pu exhiber du passé. Est-ce que vous pouvez exhiber du passé? Non. Alors, ne fondez pas une science sur la notion de passé. Ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de se demander comment a commencé l'univers. Il s'agit de se demander pourquoi, dans l'instant présent, j'ai le sentiment qu'il y a un univers, ou il y a le sentiment qu'il y a un univers. C'est ça la seule question intéressante. Mais le passé de l'univers, c'est déjà plein d'hypothèses. C'est l'hypothèse qu'il y a un univers effectif, et non pas qu'il y a simplement une conscience d'univers, et d'autre part que cet univers est dans le temps. Et donc, c'est encore une hypothèse indéfendable qui prétend qu'il y a du temps, parce que personne n'a pu exhiber du temps. Personne ne peut exhiber du temps, ce n'est pas possible. On ne peut être certain que de l'instant présent. Si on s'en tient à l'instant présent, alors on va comprendre le temps, l'illusion du temps. Et on va comprendre l'illusion de la matière, si on s'en tient qu'à la conscience. Parce que la matière est une illusion de la conscience. Ça, on l'a toujours dit, tous les sages de l'Antiquité l'ont toujours dit. Et ce n'est pas un problème. Le fait que la matière soit illusion, c'est une évidence première quand on y réfléchit un peu. Et ce n'est pas du tout un problème psychologique. On n'a pas besoin de se flinguer parce que l'univers serait illusion. L'illusion, ça veut simplement dire que c'est dans la conscience. Tout est illusion parce que tout est dans la conscience, c'est tout. Et quand je dis dans la conscience, ça ne veut pas dire dans l'ego, ça ne veut pas dire dans Franck, hein, ou dans Michel, ou dans X, ou Y. Ça veut dire dans la conscience. Nuance, ça n'a rien à voir. Parce que Franck, ça fait partie de la matière, hein. Ça fait partie des choses qu'on perçoit à l'extérieur, qu'on a l'impression de percevoir à l'extérieur. Ce n'est pas soi. Soi, c'est la conscience, et cette conscience, la conscience de notre personne. OK. Donc cette personne fait partie, au même titre que la table, au même titre que les voisins, au même titre que les planètes, font partie de ce monde apparemment extérieur dont j'ai conscience dans l'instant présent. Et c'est ça qu'il faut expliquer. C'est pourquoi dans l'instant présent, il y a cette conscience d'un univers. Et une fois qu'on a compris ça, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi hier ou avant-hier, ou il y a 13 milliards d'années, il y a eu un pchit ou un boom ou autre chose qui a fait un univers. Ça n'a pas de sens. Ce sont des questions qui sont vides de sens, parce que ce n'est pas une question qui se pose dans le passé, c'est une question qui se pose dans le présent. Si vous n'étiez pas conscient dans le présent, vous ne vous poseriez pas la question de l'univers dans le passé. Il n'y a pas d'univers dans le passé. L'univers, c'est maintenant. Alors on va dire évidemment, mais on peut observer le passé, etc. Mais oui, mais c'est vrai. Tout est illusion dans la conscience, mais la conscience est présente. Mais tout ce dont la conscience est présente, il considère cela comme du passé. Et il ne peut pas faire autrement. Et ça s'explique très bien d'ailleurs, on l'expliquera si vous avez envie. Mais on ne va pas l'expliquer tout en 5 minutes. Il faut quand même s'y pencher un certain temps, essayer de remettre en cause toutes ces a priori, toutes ces croyances, tous ces postulats qui ne sont là que pour confirmer l'ego, et pour confirmer que l'ego a une durée, que l'ego est dans le temps, c'est à ça que ça sert. C'est défendre l'ego, le mental sert à défendre l'ego. Si on veut se poser la question de l'univers, il faut se poser la bonne question. Se poser la bonne question, c'est pourquoi dans l'instant présent, il y a sensation d'un univers. Et je ne vais pas dire ma sensation, parce que ce n'est pas celle de Franck, c'est la sensation d'univers dont Franck fait partie. Franck fait partie de cet univers qui est intérieur à la conscience, donc fait partie de cette illusion qui est le contenu de la conscience. Mais la conscience, c'est maintenant. Hein. Personne n'a jamais pu exhiber la conscience hier ou la conscience demain. Hein. La conscience, c'est dans l'instant présent, uniquement l'instant présent. Et si vous demandez la durée de l'instant présent, ben vous aurez du mal à trouver. Hein. L'instant présent, il n'a pas de durée, évidemment. Donc tout cela, se dire « Ah ben j'observe le temps, donc je vais… étudier le temps ou faire une théorie sur le temps, ça n'a pas de sens. Le temps est une sensation de la conscience. Si je veux comprendre le temps, je le comprendrai en même temps que je comprendrai la matière, en même temps que je comprendrai la vie, en même temps que je comprendrai tout ça, à condition de reconnaître que le temps est entièrement contenu dans l'instant présent et pas ailleurs.